Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler du frelon asiatique. Alors, avant de vous parler plus précisément du sujet, je vais me présenter un petit peu, présenter la structure aussi. Donc, moi, je m'appelle Hugo Le Chevalier, je suis ingénieur écologue au CNRS. Donc, je travaille en écologie scientifique. C'est-à-dire, c'est principalement l'étude des interactions dans les écosystèmes, le fonctionnement des écosystèmes. Et j'ai donc fondé assez récemment une association de vulgarisation scientifique spécialisée sur la biologie et l'écologie scientifique, justement. Et dans ce cadre, je vais vous présenter l'association Ad Naturam. Et dans ce cadre, je vais donc aujourd'hui vous présenter le cas un peu particulier du frelon asiatique. On en parle beaucoup, donc justement, c'était intéressant de faire un petit point sur le frelon asiatique aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va se plonger tout de suite dedans. Alors pour commencer, le frelon asiatique, on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Déjà, là-dessus, je pense que si vous êtes tous ici, vous avez déjà entendu parler du frelon asiatique, quelque part dans un journal, à la télé, beaucoup de gens en parlent, donc, notamment parce que c'est une espèce qu'on va retrouver en de plus en plus grand nombre, qui va surtout être en interaction assez proche avec les abeilles, notamment, les apiculteurs, etc. Donc, une espèce qui fait beaucoup parler d'elle. Donc, un petit peu les titres qu'on peut retrouver dans les journaux sur le frelon. Donc, ce qu'on en tire généralement des coupures de presse comme ça, voilà. Ce qu'on en tire, c'est qu'on a donc affaire à une espèce exotique, une espèce qui n'est pas locale, qui n'est pas native d'Europe, donc c'est une espèce asiatique, qui a envahi la France, on peut dire en français, et maintenant qui a envahi même l'Europe, et qui tue les abeilles. Notamment, vraiment le message qu'on a sur le frelon asiatique, c'est qu'il va tuer les abeilles, qu'il va avoir un impact sur la biodiversité, etc. Ça, c'est ce qu'on peut déduire quand on lit les coupures de presse, quand on lit les journaux. D'un point de vue purement scientifique, quand j'ai lu certains articles de journaux, on ne peut rien en conclure, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vont de leur théorie, qui vont de leur expertise, qui ne sont pas forcément scientifiques. Beaucoup de choses sont dites sans avoir de source, sans avoir d'études derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Moi, j'ai rien pu conclure des journaux, donc je me suis penché sur ce qui était scientifique. Donc ce que dit la science, justement, sur le frelon asiatique. Donc la science, tout ce qui est biologie et écologie. Alors, on va faire un petit tour là-dessus, donc je vais vous faire un peu le compte-rendu des découvertes scientifiques, de l'étude de la compréhension des interactions entre le frelon asiatique et l'environnement qu'on retrouve en Europe. Donc, on va commencer, dès qu'on étudie une espèce vivante, par la définir. Le frelon asiatique, qu'est-ce que c'est? Bon, on va aller assez rapidement parce que je pense que jusque-là, on est d'accord que c'est un animal, on est d'accord que c'est un arthropode, vous savez, c'est une petite bestiole avec un exosquelette. Parmi ces arthropodes, bien sûr, le frelon est un insecte, donc avec ses deux paires d'ailes et ses 6 pattes. Dans ces insectes, c'est un hyménoptère, donc au même titre que les abeilles, les bourdons, les fourmis, etc. Donc beaucoup d'insectes sociaux qui vivent en colonie, pas tous, mais certains, dont ayant un dard, etc. Dans les hyménoptères, plus précisément, il fait partie des Vespidés, donc le frelon asiatique est très proche cousin du frelon européen, évidemment, mais aussi des guêpes. Et donc, on arrive enfin au genre Vespa. Donc là, c'est pas un frelon asiatique, c'est un frelon européen qui illustre ici. Mais le frelon européen fait aussi partie du genre Vespa. Donc le frelon européen Vespa crabro et le frelon asiatique Vespa velutina sont des espèces qui sont très proches. Le genre Vespa, ici en France aujourd'hui, on en a deux. On a Vespa crabro, donc le frelon européen. On retrouve sur toute la latitude ici, donc on dit frelon européen parce qu'on est en Europe, mais on le retrouve aussi en Asie. C'est une espèce qui a une très grande aire de distribution. Et Vespa velutina, le frelon asiatique qui est normalement cantonné au sud-est asiatique, mais qui aujourd'hui a été introduit sur l'ouest de l'Europe. Il y a une autre espèce de Vespa qu'on retrouve, mais c'est vraiment sur l'Europe, le sud de l'Europe ici, Grèce et sud de l'Italie, le Vespa orientalis, qui est plutôt une espèce du Moyen-Orient. Donc sur l'Europe, on retrouve, si on prend tout le continent européen, 3 espèces de Vespa. Donc, j'ai mis 2 espèces parce que je ne compte pas vraiment le Vespa orientalis puisqu'on ne le retrouve pas en France. Mais en Asie, ça c'est pas les seules espèces qu'on retrouve dans le monde. En Asie, on retrouve 22 espèces dans le genre Vespa. Donc quand on dit le frelon asiatique Vespa velutina, en fait c'est plutôt un frelon asiatique, parmi tant d'autres, parmi beaucoup d'autres. Je vais vous acheter un petit peu les animations, bien sûr, on a beaucoup d'espèces de Vespa, notamment, je vous ai remis ici, le frelon européen qu'on retrouve en Asie, et donc celui qu'on appelle le frelon asiatique. On va continuer à appeler le frelon asiatique, c'est plus simple. Mais on voit qu'on en a quand même beaucoup d'autres. Et une espèce endémique d'Italie, je fais ça pour faire la blague, rassurez-vous, c'est la seule.
faire un petit point maintenant sur la situation en France, le frelon européen, le frelon asiatique, histoire de savoir de quoi on parle. On va un petit peu les définir et les déterminer l'un par rapport à l'autre. Donc comment les reconnaître? Souvent c'est la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on reconnaît un frelon européen d'un frelon asiatique? Les critères sont assez clairs, pas forcément faciles à voir. Donc, au niveau de la taille déjà, bon, la différence de taille n'est pas majeure. Le frelon asiatique est en moyenne plus petit, mais bon, c'est une moyenne. Un gros frelon asiatique aura la même taille qu'un petit frelon européen, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une grande différence de taille. Mais de manière générale, il est plus petit. J'ai une pièce de 1 centime ici, à l'échelle, pour voir un peu ce que... Voilà, c'est quand même un gros insecte. Au niveau de la couleur, ça va être surtout là-dessus qu'on va se baser. Donc là, par contre, il va falloir ouvrir l'œil. La couleur de l'abdomen sur le frelon européen, donc l'abdomen qui s'arrête ici, est en majorité jaune. Sur le frelon asiatique, ça va être en majorité noir, avec, vu du dessus, juste une petite bande ici, jaune-orangé. C'est un assez bon critère quand on les voit de près. Et le critère le plus fiable, si on a un individu qu'on veut vraiment voir de très près, notamment s'il est mort, voilà, ou s'il est posé tranquillement, ça va être au niveau des pattes. Le frelon asiatique, on l'appelle aussi le frelon à pattes jaunes. Il a des pattes très jaunes, le bout des pattes très jaune. Le frelon européen aura le bout des pattes plutôt brun, assez sombre. Si on ne se trompe pas. Voilà, pour la différence entre les deux. Alors, on va faire un petit historique sur l'invasion du frelon asiatique. C'était quand même assez impressionnant cette invasion, même quand on connaît un petit peu les différentes invasions d'espèces qu'on a pu avoir depuis le début du siècle. Il y en a eu beaucoup, beaucoup d'espèces invasives. On fera un petit tour dessus après. Le frelon asiatique a également envie très vite par rapport à d'autres espèces. Donc j'ai récupéré les données un petit peu de présence. Tout a commencé en 2004 dans le Lot-et-Garonne. Il y avait eu quelques nids de détectés. Puis en 2005 il a rejoint donc, la côte, il a envahi la région de Bordeaux, tout le sud-ouest en 2006, et puis année après année, voilà, on voit l'aire de répartition du frelon qui augmente, avec même quelques petites taches qui se détachent un petit peu, vraiment il est allé assez loin. Hop, il passe la frontière vers l'Espagne en 2010 et il continue à envahir toujours vers le nord et vers le sud. Je vous montre que la France, mais l'Espagne aussi se fait envahir. Et évidemment, il passe aussi côté Luxembourg, Belgique, etc. 2017. Et je me suis arrêté là, je ne vais pas les donner pour 2018. Et il est arrivé en Suisse. Ce qu'on peut retenir de cette invasion, finalement, c'est qu'il y avait très peu de nids au départ. On l'a vu vraiment en 2004, il y avait 3 nids officiellement détectés, ce qui est extrêmement peu. Alors à partir de là, comme on peut se dire, en 10 ans, à peine 10 ans, l'espèce a pu envahir un territoire entier. On va se pencher là-dessus, on va pouvoir l'expliquer. Donc l'invasion était extrêmement rapide. C'est-à-dire même au niveau de l'aire de distribution du frelon, il est vraiment implanté partout très rapidement, avec une moyenne d'environ 100 km par an, au niveau de l'avancée de l'espèce, ce qui est très rapide. Et il s'est étendu dans toutes les directions. Il n'est pas allé spécifiquement vers le nord, vers le sud, voilà, tous les climats lui allaient, il est allé partout. Une espèce très opportuniste. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où est-ce qu'il va aller? Alors du coup on a une modélisation faite par le Muséum national d'histoire naturelle, le MNHN, qui donc du coup, à partir des données qu'on a récoltées sur sa distribution passée et actuelle, on a modélisé où est-ce qu'il pourra se retrouver dans le futur. Donc sur cette carte, la probabilité de présence est très probable dès l'instant où on est sur du 0,203, donc sur du bleu-vert, donc il va vraiment envahir très prochainement toute l'Europe et on ne pourra pas y faire grand-chose. L'habitat lui convient, on va le retrouver un peu partout. Donc il va coloniser l'Europe, c'est quasiment une certitude. Ça, maintenant, au point où il en est, on ne va pas y faire grand-chose. Est-ce qu'il va vraiment proliférer? C'est aussi la question qu'il faut se dire, parce que là on voit que le territoire, on peut retrouver le frelon partout, mais est-ce qu'il est en grand nombre vraiment partout? Ça aussi c'est une question qu'il faut se poser. La densité des différentes populations, elle n'est pas forcément égale. Et est-ce qu'il va vraiment mener des espèces à l'extinction? Est-ce qu'il va vraiment avoir un très fort impact sur la biodiversité? Ça aussi, on n'est pas tout à fait sûr, et on va se pencher sur la question. Déjà, on peut aussi se poser la question de l'espèce envahissante. Alors, on parle d'espèces envahissantes, que ça va très vite, que ça se développe, mais comment ça se passe dans les faits? Les espèces envahissantes, on en a eu plusieurs, et ça suit une dynamique, vraiment un scénario qui est plus ou moins connu maintenant, par les gens qui étudient la dynamique des populations. Alors, on va faire un petit graphique avec l'abondance de l'espèce en fonction du temps. Alors, comment ça va se passer? D'abord, une espèce, voilà, on a ici un milieu, on va dire c'est un milieu de vie, on va dire c'est la France, un tout hasard, et ici une espèce. Tout d'abord, l'espèce arrive, elle est importée. Des espèces importées, exotiques, on en a beaucoup, notamment dans les animaleries, dans les jardins. Jusque-là, il n'y a rien de bien grave. Cette espèce ensuite se retrouve dans le milieu naturel. Et là, on va parler d'introduction. Cette
espèce sera introduite. Imaginons un poisson qu'on achète dans une animalerie, qu'on relâche dans une mare, c'est une espèce exotique qui peut être introduite. Encore une fois, rien de bien grave, encore une fois, l'espèce n'est pas très abondante, on peut commencer à la détecter, ça va pas vraiment poser de problème. Là où ça pose des problèmes, c'est lorsque cette espèce va commencer à s'acclimater. Et c'est cette phase-là qui est importante, une acclimatation. On va avoir une très forte abondance de cette espèce, un très grand développement du nombre de cette espèce, et là on commence à être un peu sensibilisé en disant il y a peut-être avoir un problème avec ce truc. Ensuite, cette espèce va se naturaliser, et elle va donc s'étendre et se retrouver un peu partout dans l'environnement. Si vous avez bien fait attention, le nombre de petits points n'a pas forcément augmenté. Et au niveau de la courbe, on atteint aussi un palier. Ça, c'est dû à la capacité de charge du milieu, c'est-à-dire la capacité du milieu à fournir des ressources pour que l'espèce puisse s'installer. Effectivement, dans 1 km², on ne pourra pas non plus avoir 3000 nids de frelons. Forcément, au bout d'un moment, on va être limité. Nous, on en est à peu près à ce niveau-là, avec le frelon asiatique, donc on va bientôt atteindre le palier de capacité de charge du milieu. Donc la densité de frelons asiatiques ne devrait pas trop augmenter dans l'écosystème naturel aujourd'hui. Par contre, on le voit, ils peuvent sortir du cadre et effectivement rejoindre d'autres milieux, d'autres pays, s'étendre, effectivement, sans forcément augmenter en nombre. Alors, effectivement, c'est dans cette notion de prolifération et d'expansion qu'on va vraiment parler d'espèces invasives. Effectivement, des espèces exotiques, on en a, elles ne sont pas forcément invasives. Des fois, elles vont être restreintes, elles ne vont pas forcément s'acclimater partout, et bon, elles ne vont pas forcément poser de problème. Lorsqu'une espèce prolifère et s'étend, elle peut avoir un impact sur la biodiversité. Pas toujours, ça s'étudie aussi, mais lorsqu'il y a un impact sur la biodiversité, c'est là que les scientifiques s'accordent à dire qu'on a affaire réellement à une espèce exotique envahissante. Pour le frelon asiatique, c'est le cas, c'est une espèce exotique envahissante. Par contre, on dit c'est pas la seule. On va faire un petit point un petit peu sur les différentes espèces qu'on a pu avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, l'Union européenne qui a sorti un rapport faisant état de 35 espèces exotiques envahissantes avérées qui posent de très graves problèmes. Ici, je vous en ai mis juste quelques-unes, histoire de vous donner une idée et de voir un peu qu'est-ce que ça peut être. Effectivement, le raton nain, que tout le monde connaît, est une espèce exotique envahissante, la tortue de Floride aussi. La perruche à collier, je ne sais pas si vous avez commencé à en voir en ville, mais les perruches à collier sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes. Ça pose également des problèmes à la biodiversité. D'autres plantes qu'on retrouve dans les jardins notamment, l'herbe de la pampa est une espèce exotique envahissante, le buddleia aussi, la balsamine de l'Himalaya aussi, l'arbre noué du Japon aussi. Effectivement, voilà, le frelon asiatique, on le retrouve au même titre que les écrevisses par exemple, qui ont beaucoup colonisé les rivières il y a quelques années. Donc effectivement, on est envahi d'espèces exotiques envahissantes, on en a beaucoup, elles posent tous des problèmes, alors que le frelon asiatique en est finalement une parmi d'autres. Pour l'instant, sa seule spécificité est surtout de s'être étendue très vite par rapport aux autres. Et finalement, il pose vraiment beaucoup de problèmes, ça, on ne sait pas trop. Parce que les espèces exotiques envahissantes, c'est vrai que si on parle plus d'une que d'une autre, peut-être qu'elles ne sont pas toutes envahissantes de la même manière. Forcément, on imagine mal forcément une petite plante, un petit buisson faire autant de problèmes qu'un frelon. Et surtout s'étendre aussi vite. Alors, pourquoi une espèce est envahissante? Alors, la principale raison, c'est que comme c'est une espèce qui est exotique et qui est introduite dans un milieu tout à fait nouveau, cette espèce est totalement libérée de ses prédateurs, de ses parasites, de ses compétiteurs qu'elle retrouve dans son milieu d'origine, et forcément, il n'y a rien qui régule cette espèce, donc elle peut proliférer. Rappelez-vous, le frelon asiatique, en Asie, il vivait avec une vingtaine d'autres espèces du genre Vespa qui, du coup, étaient en compétition. Alors, forcément, s'il se retrouve tout seul en Europe, ou alors juste avec une autre espèce du genre Vespa, il est beaucoup plus tranquille. C'est ce qui l'a aidé un petit peu à proliférer. Plus le fait donc d'être un meilleur compétiteur, une espèce qui est plus agressive que les autres, qui va plus s'étendre. Prenez la jussie par exemple, cette plante ici, qui colonise notamment les cours d'eau et les zones humides, elle est meilleure compétitrice que les autres plantes, elle a la capacité de pousser absolument partout, de réclamer très peu de ressources, et surtout de se reproduire très vite. Donc par rapport à d'autres plantes qui vivent là, elles font pas le poids. Et donc en quelques années, forcément, le milieu est envahi par une seule espèce. Sans oublier, bien sûr, la capacité de grandir très vite et de se reproduire très rapidement. Par exemple, les écrevisses américaines, elles peuvent faire 2 pontes par an de plusieurs centaines d'œufs et atteindre une maturité sexuelle en 1 à 2 ans parfois, donc c'est extrêmement rapide par rapport à d'autres écrevisses qu'on retrouve notamment en France. Donc encore une fois, une espèce qui est extrêmement compétitrice, qui ne laisse pas trop de place aux autres. Alors pourquoi le frelon est si envahissant? Effectivement, il fait partie de ces espèces qui a une croissance et une reproduction très rapide, très compétitrice. Alors ça tient de son cycle de vie. Il faut savoir que les hyménoptères, c'est-à-dire ces insectes sociaux, comme les guêpes, les abeilles, les fourmis,
sont des espèces qui sont envahissantes dans beaucoup de pays du monde. La fouille d'Argentine, par exemple, est aussi une espèce envahissante sur le bassin méditerranéen. La guêpe commune qu'on retrouve en France est envahissante du côté de l'Australie et de Nouvelle-Zélande, par exemple. Ce sont des espèces qui ont des capacités de reproduction et de compétition telles qu'elles peuvent envahir dès l'instant où elles sont en dehors de leur milieu. Donc ici, une colonie de frelons asiatiques produit une centaine de reines. Vous savez, c'est des individus qui vont se reproduire. Chaque reine, du coup, est capable de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça veut dire peut s'étendre. Donc à chaque reproduction, on peut avoir une expansion. Plus, ajoutons à cela le fait qu'une reine seule peut fonder une colonie, qui va ensuite faire une centaine de reines, etc., tous les ans, eh bien, c'est ce cercle qui va faire que finalement, l'extension va être extrêmement rapide. On a une reproduction très efficace, on a une augmentation de la population très rapide, et on a en plus une grande dispersion. Vraiment, les individus peuvent aller très loin dans toutes les directions. Alors, comment le frelon asiatique a-t-il envahi la France? Tout a commencé en 2004. Rappelez-vous, il y avait très peu de nids, comment il a fait pour aller aussi vite, aussi loin? Alors pour ça, les scientifiques donc, ont étudié l'ADN du frelon. Ça nous a permis de savoir, de remonter les générations et de savoir un petit peu l'histoire de la famille, disons, du frelon qui est arrivé en France. Parce que toute l'hypothèse étant qu'il n'y avait qu'une seule reine qui est arrivée. Une reine qui serait arrivée donc, dans le Lot-et-Garonne en 2004, chez un producteur, chez un pépiniériste, qui faisait des bonsaïs, qui avait commandé des poteries chinoises dans lesquelles il y aurait eu cette reine qui hibernait donc, dans une poterie, qui serait sortie en France, qui aurait pris une colonie, et de fil en aiguille, rappelez-vous, colonie, centaines de reines, centaines de nids, centaines de reines, etc. Et c'est allé très vite. Donc effectivement, on a notre petite reine qui va faire d'autres reines, qui vont faire d'autres reines, qui vont faire d'autres reines, etc., etc. Et là on se pose la question, tout est parti d'une reine qui a fait des filles, qui sont reproduites avec d'autres filles. Ça fait quand même 13 générations, disons près de 914, où il n'y aurait pas de consanguinité chez cette espèce. Ça paraît assez bizarre, au bout d'un moment, si on prend une personne et qu'on la fait se reproduire avec ses frères et sœurs pendant 13 générations, à la fin, plus très vaillant. Alors ça aussi, ça tient d'une espèce-là. C'est un des seuls vespidés, parmi tous les frelons et les guêpes, ce qu'on appelle polyandre. Polyandre, c'est-à-dire que la reine, donc, qui se reproduit, peut s'accoupler avec plusieurs mâles. 4,5, très exactement, en moyenne. Du coup, ça veut dire que la reine qui est arrivée ici avait potentiellement 4 à 5... donc la génération suivante avait potentiellement 4 à 5 paires différentes, ce qui a permis d'avoir une meilleure diversité génétique et donc que cette population de frelons tienne plus longtemps. Et on va le voir, ça ne tiendra pas toujours non plus. Alors le mode de vie de ce frelon est finalement assez classique, mis à part le fait que c'est un des seuls à être polyandre. Après, son cycle de vie, c'est un peu le même que n'importe quel hyménoptère social. Donc fin d'hiver, début printemps, les reines fondatrices se réveillent de leur hibernation. Hop, elles vont commencer à fonder leur petit nid, donc ce qu'on appelle le nid primaire, donc un tout petit nid avec une dizaine d'alvéoles à peine pour quelques dizaines d'ouvrières, qu'elles vont envelopper dans une petite enveloppe de papier, donc ça fait des petits nids tout ronds. J'ai oublié d'en ramener un, excusez-moi, j'en avais un chez moi. Hop, le nid primaire il va vite se remplir. Début d'été, la colonie grandit, il y a de plus en plus d'ouvrières, donc au bout d'un moment, le petit nid ne suffit plus pour accueillir tout le monde, il faut que la colonie déménage. Donc en début d'été, on va avoir un nid secondaire, les nids qu'on connaît bien, les gros nids qu'on retrouve donc souvent en haut des arbres. Voilà, qui peuvent atteindre parfois la taille de 3 ballons de basket. Très gros nids, très énormes. Donc voilà, il faut bien savoir que les petits nids comme cela donc, vont déménager une fois que la colonie grandit. Ensuite, quand c'est l'été, il fait chaud, c'est le moment où justement la colonie à son pic d'activité va produire un maximum d'individus, donc ce sera la plus grande population que la colonie va avoir dans les mois de juillet-août. Et c'est surtout à ce moment crucial que vont commencer à être faites, d'être fabriquées, vont être pondues, les larves qui seront les individus reproducteurs de l'année suivante. Parce que dans une colonie, comme chez les abeilles, comme chez les fourmis, etc., il y a les ouvrières qui sont stériles, et les individus, les futurs rois, reines, princes, princesses, on les appelle un peu comme on veut, qui sont capables de se reproduire. Ici, donc, c'est à partir de ce moment que les... c'est à partir de ce moment donc, que sont pondus et que vont être élevés ces individus capables de se reproduire pour l'année suivante. Donc des individus vitaux pour la colonie. Voilà. Ensuite, donc c'est l'automne, et donc les sexués, comme on peut les appeler, ces individus qui sont capables de faire du sexe, eh bien, ils vont sortir, ils vont essaimer, ils vont se disperser dans toutes les directions, rencontrer d'autres individus sexués, d'autres colonies, se reproduire, féconder les reines, des reines qui vont du coup féconder et vont attendre l'hiver et le printemps suivant pour aller pondre
et pour aller faire un nouveau nid. Et il faut savoir que toute la colonie, finalement, meurt en hiver. Il ne reste que les reines qui vont hiberner et qui passent en hiver. Si on a une colonie de 500 ouvrières en novembre, il faut savoir qu'ils ne vont pas vivre très longtemps, forcément, ils finiront par mourir. Si les hivers restent froids, effectivement. Si les hivers restent doux, peut-être qu'ils peuvent survivre un peu plus longtemps. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, qu'est-ce qui se passe en été? Finalement, la question qu'on va se poser, en tout cas au niveau de l'impact du frelon sur les humains, sur les activités humaines, sur la biodiversité, etc., ça va être surtout pendant les gros pics d'activité de la colonie, c'est-à-dire surtout pendant les mois d'été. Alors, les adultes, ils se nourrissent de sucre. Donc les ouvrières se nourrissent de sucre, de fruits, de nectar, etc. Ils sont complètement véganes, ils ne vont pas vraiment manger les abeilles, en tout cas pas les adultes. Effectivement, ils vont chasser les abeilles, avec une technique extrêmement efficace. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Ils vont donc chasser les abeilles pour nourrir leurs larves. Et c'est, rappelez-vous, donc les larves d'individus sexués notamment, qui vont être nourries par les protéines des abeilles. Ils ne vont pas chasser que les abeilles. Leur régime alimentaire est un petit peu divisé. On dit qu'ils chassent beaucoup d'abeilles parce qu'en ville, donc dans les milieux urbanisés, les abeilles constituent les 2/3 de leur régime alimentaire. Ça vient aussi du fait qu'en ville, on ne trouve pas grand-chose à part des abeilles domestiques finalement. Si on a un rucher en ville, la diversité d'insectes sauvages à côté est assez faible. Parce que quand on regarde les milieux agricoles, les abeilles domestiques ne font plus qu'un tiers de leur régime alimentaire. Et en milieu forestier, on reste à peu près sur la même tendance. Donc finalement, de manière naturelle, disons que les abeilles constituent un tiers de leur régime alimentaire. C'est vrai que ce sont quand même une espèce qui est très adaptée à la chasse aux abeilles. On le voit justement, sa technique de chasse, on reviendra dessus encore une fois, mais elle est très efficace. Alors quel est son impact sur la biodiversité finalement? Parce que là, on le voit, il s'attaque aux abeilles domestiques. Alors, lorsque le frelon envahit, là, la situation qu'on a ici, c'est un petit peu la situation actuelle où on a un milieu sans frelon, un milieu avec frelon. Alors, si on veut savoir l'impact qu'il a sur la biodiversité sauvage, on ne peut pas vraiment comparer les deux en fait, ça ne marche pas trop. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est prendre le même endroit, avant, après l'invasion de frelons. Là, on aurait pu comparer les deux. Et là, on aurait pu dire, ok, il y a un impact sur la biodiversité. Ça aurait été bien, le problème c'est que ça n'a jamais été fait. Donc, on n'a eu aucune étude qui a étudié l'impact du frelon asiatique sur la biodiversité sauvage. Toutes les études qui ont été faites uniquement sur l'abeille domestique dans les ruches. Donc, bon, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la biodiversité sauvage? On peut penser que oui, peut-être, puisque finalement c'est un très bon prédateur d'insectes pollinisateurs. Donc forcément, on se dit, s'il chasse très bien les abeilles domestiques, il peut aussi très bien chasser les abeilles sauvages, il y aura forcément un impact sur la biodiversité. Effectivement. Mais là, on a la balance quand même entre deux notions sur cette espèce, le fait que ce soit un prédateur quand même qui est plus ou moins connu. Les frelons sont connus par les insectes, par les abeilles, les bourdons, etc. Ils connaissent le frelon européen, ils savent reconnaître les espèces prédatrices, ils ne sont pas prendre de court. Donc ils peuvent avoir des techniques de défense. Bon, après, on a vu, le frelon asiatique a une technique de chasse très efficace. Donc, bon, entre le fait que les insectes peuvent se défendre et qu'il est très efficace, on ne sait pas trop vraiment s'il y a vraiment un impact vraiment significatif sur la biodiversité sauvage. Autre impact qu'il pourrait avoir sur la biodiversité sauvage, ce n'est pas une question de prédation, ce serait une question de compétition avec le frelon européen. Une espèce locale, finalement, qui va vivre plus ou moins souvent le même mode de vie. C'est aussi un frelon qui va faire son nid, qui va chasser quelques abeilles durant les mois d'été, etc. Alors, par contre, sa compétition avec le frelon européen a été étudiée. Ça, c'est intéressant. Il faut savoir que les espèces de Vespas sont des espèces très compétitrices par nature. Ce sont des insectes assez agressifs. Je le dis, le frelon asiatique est agressif, compétitif, mais c'est pareil pour le frelon européen. On voit d'ailleurs les deux sur la vidéo. Ici, c'est les frelons asiatiques, et puis le gros qui leur met des coups de mandibule, c'est un frelon européen. Alors, il y a assez peu de compétition directe, finalement, entre les deux espèces. Ce qui a été montré, c'est que le frelon européen est plutôt une espèce forestière. Il va préférer vivre en forêt, alors que le frelon asiatique est une espèce qui est plus opportuniste et qui va plutôt quand même préférer vivre dans les milieux urbanisés, là où il y a plus de place pour s'installer. Au niveau du cycle de vie, on le voit, le frelon européen en vert et le frelon asiatique en gris. Ici, c'est la taille des colonies en fonction des mois de l'année. Donc on le voit que le pic d'activité est décalé entre les deux espèces. Donc le gros pic d'activité, le gros pic de prédation, de nourrissage n'est pas au même moment. Donc on va dire que les espèces ne vont pas vraiment être en compétition directe pour la ressource. Donc ça ne va pas être trop gênant pour elles, surtout qu'elles ne vivent pas au même endroit en plus. Il peut peut-être éventuellement y avoir une compétition indirecte quand elles vivent au même endroit. Les frelons asiatiques déjà sont beaucoup plus nombreux, et de plus en plus nombreux. Donc forcément, au bout d'un moment, ça peut avoir un impact. Ils sont, encore une fois, beaucoup plus compétitifs, plus efficaces, plus résistants. Et surtout, c'est les premiers qui émergent au printemps.
Donc les premiers servis quand il s'agit de faire des nids, quand il s'agit de trouver des bons endroits où passer l'hiver, etc. Voilà. Mais bon, il peut aussi y avoir éventuellement un bénéfice pour les frelons européens à la présence du frelon asiatique. On n'y pense pas forcément, mais ça a été montré aussi. Les frelons européens sont des charognards de ruches. Une ruche qui est morte, les frelons européens vont achever les abeilles qu'il y a dedans. Une ruche qui a été impactée par le frelon asiatique, il y a quelques abeilles qui survivent, et ben, si jamais elles savent plus la force de se défendre, le frelon européen peut arriver pour les finir. C'est une chose qui peut arriver. Alors voilà, on va parler justement maintenant de cet impact sur les abeilles, parce que justement ça a été assez étudié et assez documenté. Alors, la grande spécificité de ce frelon asiatique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la technique du vol stationnaire. Justement, c'est ça le véritable problème. Et on va le voir, c'est vraiment le cœur du problème, c'est ce comportement particulier de vol stationnaire du frelon asiatique. On le voit ici, en image un peu découpée. Il reste devant les ruches, et il attrape, donc en vol stationnaire devant la ruche, et il attrape au vol les abeilles butineuses qui rentrent. Du coup, chargées de pollen, qui ont un vol plus lourd, elles ont moins la capacité d'esquiver le frelon, et voilà. Et elles se font avoir. Et le problème, c'est qu'en restant devant la ruche, les abeilles, parfois, elles ne vont pas s'amuser à sortir, à rentrer, si jamais elles risquent de se faire bouffer à la moindre occasion, et elles finissent par s'entasser sur la piste d'envol. La colonie est totalement assiégée, il y a très peu d'abeilles qui font les allers-retours, et la colonie, en étant assiégée, finit par ne plus avoir d'activité de butinage, finit par ne plus avoir de réserve, et va finir par mourir en hiver. Donc la technique de chasse est inédite pour les abeilles européennes, et elle est très efficace. Mais, gardons en tête que les frelons ne mangent pas toute une ruche en fait. Une ruche ne sera pas entièrement mangée par le frelon. Les ruches, c'est des dizaines de milliers d'abeilles. Les frelons, on voit, il y en a quelques-uns devant la ruche pendant les mois d'été, ils ne vont pas manger des dizaines de milliers d'abeilles. Surtout qu'ils se nourrissent eux-mêmes pas d'abeilles, c'est pour nourrir quelques larves, quelques centaines de larves. Le problème, c'est que la colonie, effectivement, meurt, mais elle meurt d'un manque de nourriture parce qu'elle a été assiégée. Quand on parle que le frelon tue les ruches, disons que le frelon assiège les ruches qui n'ont plus suffisamment de nourriture pour passer l'hiver. C'est pas vraiment le frelon qui les mange. Ça paraît rien du tout, mais c'est quand même assez important d'avoir ça en tête, et on va voir surtout pour la suite. Une ruche, finalement, en moyenne, disons, on aura 5 à 10 frelons qui vont rester devant, plus ce serait même pas profitable pour les frelons, parce qu'ils vont se gêner entre eux, donc généralement on aura 5 à 10 frelons devant la ruche. Chaque frelon capture en moyenne quelques dizaines d'abeilles par jour, ce qui nous ferait quelques centaines d'abeilles par jour avec, disons, 10 frelons devant la ruche. Pendant 2-3 mois d'été, ça nous ferait un petit millier d'abeilles. Un petit millier d'abeilles sur une colonie d'environ 50 000 individus. Finalement, la prédation en elle-même du frelon, c'est pas un problème pour les abeilles. Le problème, c'est qu'elles sont assiégées, encore une fois. Et si elles sont assiégées, qu'elles n'arrivent plus à faire la nourriture et qu'elles n'arrivent plus à passer l'hiver, c'est aussi dû à beaucoup d'autres facteurs, énormément d'autres facteurs que le frelon asiatique. On arrive dans quelque chose qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies. Les abeilles meurent en hiver depuis des dizaines et des dizaines d'années, et c'est un phénomène qui est très connu, qui existait bien avant l'invasion du frelon asiatique. J'ai retrouvé les statistiques du ministère de l'Agriculture sur le nombre de ruchers déclarés, bien sûr, en tant qu'activité agricole en France, entre 89 et 2015, et on a ici donc la courbe, l'évolution de cette courbe qui diminue de manière constante tous les ans. Le frelon asiatique est arrivé ici, en 2004. Il y a eu un petit bond, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est pas dû au frelon asiatique. On vous rassure, il n'a pas fait plus de ruches, mais il n'a pas vraiment changé la tendance de la courbe. Il n'a pas accéléré la descente, ni rien du tout. La forte mortalité hivernale existait toujours, même avant 89. Les données, je ne les ai pas mises, mais parce qu'elles n'étaient pas très fiables, mais on peut remonter jusqu'avant les années 50, depuis l'introduction des premiers pesticides notamment. Les colonies sont très affaiblies, donc depuis ces années-là. Ça c'est vérifié dans beaucoup de rapports. Je vous ai mis que ceux que j'ai trouvés après 2010, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et donc ce syndrome d'effondrement des colonies est dû à beaucoup de facteurs, et les principaux qu'on retrouve généralement dans les rapports officiels au niveau français et européen, c'est déjà le varroa, c'est un petit acarien parasite qu'on retrouve dans énormément de colonies qui affaiblit les abeilles. Les pesticides, bien sûr, bien évidemment, là-dessus c'est un vrai problème et ça, c'est plus un secret. Des champignons, la nosémose c'est un champignon, on a différents virus, je crois 2-3 virus qui sont assez dévastateurs sur les abeilles. Les loques, ce sont des bactéries, donc des bactéries qui infectent les abeilles aussi, sans oublier des petits coléoptères parasites qui arrivent d'Afrique depuis quelques années, donc ça aussi c'est un problème qui est naissant dans les ruches. Et bien entendu, on l'oublie, mais la génétique. Parce que les abeilles domestiques, ce sont des animaux d'élevage, avec une génétique très faible, très peu de diversité, une faible diversité comportementale et génétique, donc forcément, c'est pas
ça va pas forcément aider les colonies à résister à tous ces problèmes en même temps. Si on a une monoculture, on y met un ravageur, ça détruit tout. C'est un peu pareil avec les ruches. Et toutes ces causes interconnectées font que justement les colonies sont en train de s'effondrer. On peut rajouter le frelon asiatique dedans, dans les petits ronds qu'il y a ici. Ce sera juste une petite pierre en plus, mais c'est pas vraiment le problème que subissent les ruches en ce moment. Le vrai impact du frelon asiatique, parce qu'effectivement, je dirais pas qu'il fait rien du tout, faut pas exagérer, il a un impact sur les petits ruchers. Des petits ruchers qui sont un peu isolés avec assez peu d'abeilles. Effectivement, le frelon, les petits ruchers, donc ça plus touchés par les maladies. De manière générale, les colonies sont plus sensibles. Et effectivement, là, le frelon peut vraiment apporter des problèmes. Mais est-ce qu'il menace vraiment toutes les abeilles en France? Absolument pas. Il ne menace pas la population d'abeilles. Et il n'est pas non plus responsable du déclin des colonies. C'est juste une cause parmi tant d'autres, et c'est vraiment pas le cas. Son impact reste localisé cependant. Donc encore une fois, rappelez-vous, je vous avais dit un peu au début, la densité des populations peut varier suivant les milieux. Effectivement, on a des milieux avec très peu de frelons, donc ce ne sera vraiment pas un problème. On a des milieux où, inversement, on peut en avoir énormément. Et là, oui, dans les zones où la population de frelons asiatiques est dense, le frelon asiatique peut être localement un véritable problème. Mais au niveau de la population, pas vraiment. C'est pour ça, c'est plutôt un problème qu'il faut prendre au cas par cas. Alors, la densité du frelon, parlons-en, c'est assez intéressant aussi. On a de plus en plus de frelons asiatiques, mais pas partout. Alors, c'est un insecte, rappelez-vous, qui est très urbain, il vit beaucoup dans les milieux, dans les villes, dans les villages. Au niveau national, la densité, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, un chiffre comme ça, mais c'est environ 0,01 au kilomètre carré. Localement, donc, il y a une étude faite d'un typique nanterre-mosquédin, où on retrouve environ 10 000 au kilomètre carré. C'est une des plus grosses densités de frelons asiatiques qu'on retrouve en France. Alors, donc il adore vraiment vivre en ville, pourquoi? Rappelez-vous, le milieu urbain, pour le frelon asiatique, qui est une espèce opportuniste, est un milieu qui a une grande capacité de charge. En ville, le frelon asiatique, il peut faire son nid vraiment partout, dans les murs, sous les toits, et il trouve énormément de nourriture un peu partout, même dans les poubelles, etc. Ouais, donc opportuniste. On peut retrouver son nid dans les gouttières, sur des poubelles, sur des projecteurs de stade de foot. Et effectivement, il se nourrit de un peu tout ce qu'il trouve. Quand il a besoin de protéines, il ne chasse pas forcément les abeilles en ville, il va dans les poubelles, sur les marchés, et voilà. Il récupère de la nourriture là où il en trouve. Chose que ne fait pas le frelon européen. Donc effectivement, il n'a pas de compétition en ville, parce que c'est le seul frelon qui va vivre là, même il n'y a pas vraiment de guêpe non plus, il est vraiment tranquille. Donc il peut proliférer. Et les colonies peuvent même partager le même territoire. Les colonies entre elles ne vont pas se battre. Ça c'est... Pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, possiblement au fait qu'elles aient un rapprochement génétique assez fort. Toutes les colonies qu'on a aujourd'hui sont toutes issues d'une reine commune à peu près 13-14 générations. Donc comme elles sont assez proches les unes des autres, on peut encore se dire qu'elles ne vont pas forcément se battre entre elles. Pas encore en tout cas. Alors l'impact sur les humains du frelon asiatique, on va passer un peu du coq à l'âne, mais ça je pense que c'est aussi important d'en parler parce qu'on entend beaucoup de choses comme quoi si on est piqué on meurt, etc. Quoi, il pique des sous au portefeuille et tout. Non, en fait le frelon asiatique il n'est pas plus agressif qu'un frelon européen et finalement il ne va pas attaquer non plus sans raison. Je précise sans raison. Effectivement, si on s'attaque au nid d'un frelon, les frelons répondent, mais comme pour n'importe quelle espèce d'hyménoptère finalement. Donc, les fourmis c'est pareil, les abeilles c'est pareil, les guêpes aussi. Le venin n'est pas plus dangereux que celui du frelon européen. Ça aussi, ça a été étudié. Donc, non, le venin n'est pas plus virulent. Pour tout vous dire, il n'est même pas plus virulent que celui d'une abeille. Pour les frelons, de manière générale. Après, les abeilles ont un petit peu moins de dose de venin, donc forcément, ça fait une piqûre un peu moins grosse. Mais le venin à dose égale du frelon n'est pas plus dangereux que celui d'une abeille. Bon, cela dit, on fait attention parce qu'effectivement, il existe des allergies. Donc, une personne allergique qui est piquée par un frelon, ça peut être extrêmement dangereux, voire potentiellement mortel. Mais comme les personnes allergiques aux piqûres de guêpes, d'abeilles, etc. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Une allergie peut exister, une allergie peut se déclarer un peu n'importe quand, même si on n'était pas allergique avant. Donc effectivement, en cas de piqûre d'insectes, de manière générale, il faut toujours être un peu vigilant. Bien sûr, faire attention aux personnes sensibles et surtout éviter les attaques. Pour ça, on ne va pas s'approcher d'un nid de frelon, parce que c'est le meilleur moyen de se faire attaquer. Et de se faire attaquer en grand nombre surtout. Parce qu'une piqûre d'un frelon, ça va. Si on se prend 100 piqûres, c'est autre chose. Alors, tous ces chiffres, je les ai sortis des données de l'Institut National de Vigilance Sanitaire, c'est ça. Veille sanitaire, pardon, parce que voilà, c'est pas mon domaine de la médecine. Mais bon.
J'ai récupéré tout ça, donc il y a une étude qui a été menée en 2015, justement sur le cas particulier des piqûres d'hyménoptères, donc sur une période entre 2009 et 2013. C'est pas au niveau national, c'est au niveau de 5 régions, je crois qu'on avait les régions du sud-ouest, justement. Donc, ce qui est assez représentatif pour le frelon européen, parce qu'à cette période, il n'était pas très présent dans le nord-est de la France. Le frelon asiatique, pardon. Donc voilà, ici on a le nombre de piqûres faites par les hyménoptères. Donc voilà, environ 2800 piqûres. Le frelon asiatique, à lui tout seul, représente 135 cas de piqûres. Alors c'est les piqûres qui ont été déclarées auprès de médecins ou d'hôpitaux. Donc des piqûres qui ont mené à des complications généralement. Les cas graves, donc, qui ont mené à une hospitalisation due au frelon asiatique, on en a 17. Et encore, le frelon asiatique, on n'est pas toujours sûr de l'identification. Voilà, donc 17 sur environ 200. Voilà. Des cas de décès, il y en a eu, donc sur cette période de 5 ans. Il y a eu 7 cas de décès dus à des piqûres d'hyménoptères. Dans ces 7 cas de décès, 4 sont dus à des frelons. Et 1 avec certitude au frelon asiatique. Les autres, on n'est pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non, mais sans doute. Voilà. Et pour les 4 cas de décès dus au frelon potentiellement asiatique durant cette période, les 4 cas sont identifiés, les 4 personnes étaient allergiques. Et voilà, donc uniquement sur des personnes allergiques. La situation en termes de piqûres est stable au niveau médical. Il n'y a pas plus de piqûres malgré le fait que le frelon asiatique augmente en nombre et se rapproche des habitations. Il n'y a pas plus de cas graves. Il n'y a pas plus de décès que d'habitude. Alors, malgré tout, le frelon asiatique, on l'a vu, il aime vivre en ville, il est de plus en plus nombreux, il se rapproche des habitations, il pique. Ok, même si jamais on se dit qu'on n'est pas forcément en danger de mort, c'est quand même pas agréable de se faire piquer par un frelon. Alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il se rapproche de nos habitations? On ne va pas non plus vivre avec un nid de frelon sous le toit du salon, il ne faut pas exagérer. Alors, le piégeage, on en parle souvent, le piégeage. On dit souvent il faut piéger le frelon, si tout le monde s'y met, on va pouvoir l'éradiquer. C'est totalement faux, il ne faut surtout pas piéger le frelon asiatique, ni d'ailleurs aucun autre insecte. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le piégeage est inutile. Premièrement, parce que son efficacité est très faible. Et là, on va piéger très peu de frelons asiatiques dans les pièges. Parfois, on peut voir des images où on a des pièges remplis de frelons asiatiques, souvent qui ont été posés à côté d'un nid. Ça peut arriver. Mais si on met un piège un peu au hasard sans vérifier le nombre de nids qu'on peut avoir autour, ben, l'efficacité de manière générale est inférieure à 1%. Donc on a moins d'1% de frelons. C'est-à-dire pour 100 insectes capturés, on aura peut-être un frelon asiatique. Et les autres insectes sont des frelons européens, des abeilles domestiques, des guillettes, etc. Ce qui est en plus un peu néfaste pour la biodiversité. Il faut savoir que ça ne met pas les colonies en danger, le piégeage. Pour mettre en danger, disons, pour qu'une colonie d'hyménoptères sociaux, guêpes, abeilles, etc., s'éteigne, donc en moyenne, il faut arriver à tuer plus de 75% des ouvrières. Une colonie de frelons, c'est quelques milliers d'individus, encore une fois. Donc c'est pas en piégeant 10-13 ouvrières qu'on va vraiment impacter quoi que ce soit. Il y en aura autant qui vont être pondus et qui vont naître dans la journée, ça sert à rien. Donc c'est inutile, premièrement. Et le problème, c'est que c'était inutile encore, on dirait, bon, bah, au pire, ça fait rien, quoi. Mais c'est aussi néfaste pour la biodiversité, parce que les pièges, à l'heure actuelle, ne sont jamais 100% sélectifs. On va toujours avoir des prises accessoires, on va toujours avoir des dégâts collatéraux, ce qui menace les autres insectes, qui vont être justement attirés par ces pièges et piégés. Des insectes qui sont des pollinisateurs, des décomposeurs, des insectes qui ont un rôle dans l'écosystème, et même s'ils n'en avaient pas, on ne peut pas tuer d'autres insectes. Voilà. Les études qui ont été menées, parce que effectivement, encore une fois, tout ça c'est sourcé scientifiquement, et des études qui ont été menées sur l'impact des pièges. Voilà à peu près le contenu d'un piège à frelons, donc les pièges à sucre, les pièges avec des abats sucrés. On retrouve en grande majorité des diptères, donc ce qui est la famille des mouches, etc. On retrouve quelques lépidoptères, les papillons, des coléoptères, tout ce qui est scarabées, coccinelles, etc. Et ici en rouge, tout ce qui est vespidés, donc abeilles, enfin, vespidés, donc tout ce qui est hyménoptères, pardon, tout ce qui est abeilles, bourdons, guêpes, frelons, tout combiné. Le frelon asiatique là-dedans, il est là. Il représente quelques dizaines d'individus sur plusieurs centaines d'insectes tués par piège, ce qui est assez négligeable. On le voit ici, le contenu des pièges triés et identifiés. On retrouve 3 frelons asiatiques par exemple dans ce cas particulier, contre toute une assemblée de frelons européens. Disons qu'il y a pas, à titre d'information, il y a eu autant d'abeilles mortes que de frelons asiatiques. Ou même encore, donc, un piège ici, on retrouve une grande diversité d'insectes pour 2 frelons asiatiques. Et ça, c'est généralement ce qu'on retrouve dans les contenus des pièges. Avant d'aller plus loin sur le cas du piégeage des fondatrices, je précise quand même que les insectes, ça a été démontré il y a quelques années, l'année dernière, sont aujourd'hui en grand danger d'extinction au niveau des populations. Les populations d'insectes se cassent la gueule et ça devient très préoccupant. Donc c'est pour ça que si on veut éviter d'en tuer trop en mettant des pièges, c'est toujours ça le prix.
Alors effectivement, là je parle des ouvrières. Bon, voilà, on se dit, ça sert à rien de capturer 10 ouvrières pour un nid de plusieurs centaines de frelons, effectivement c'est bête. Mais si on place les pièges au bon moment, qu'on capture les reines avant qu'elles fassent un nid, là du coup ça peut valoir le coup. Et bien même pas. En fait ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Il y a une étude qui a été menée de l'INRA là-dessus, l'Institut de recherche en revenu. Ils ont testé pour environ une dizaine de nids de frelons qui vont faire une centaine, voire plus de reines chacun. Ils ont placé 8 pièges autour, mais vraiment juste à côté, histoire d'être sûr d'avoir un maximum de frelons, pour voir si jamais, ça, en piégeant un maximum d'individus qui sortent du nid, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose au niveau de la génération suivante. Eh bien, pas vraiment. Ils ont eu environ 3 reines par piège durant toute la session de capture, qui a duré plusieurs semaines. C'est pas énorme. Ça n'a pas eu d'impact significatif sur la quantité de frelons qu'il y a eu l'année d'après. Et disons que ça a été même moins efficace que la sélection naturelle. Donc ça a été moins efficace que la mortalité naturelle des reines. Alors encore une fois, la conclusion, c'est que le piégeage des reines est inutile, parce que finalement, ça n'a rien changé à la situation. Et en plus, il faut préciser que de manière naturelle, 99% des reines qui sortent d'une colonie meurent soit avant l'hiver, soit pendant l'hiver, soit avant de faire leur nid l'année d'après. Et en plus, il n'existe toujours pas d'appât sélectif qui attire spécifiquement les reines. Et en plus de ça, rappelons-le, le piégeage est néfaste. Alors on se dit, bon, éventuellement, si on veut piéger quelques reines qui empêchent de faire des colonies, mais qu'à côté, on tue quelques insectes, est-ce que ça vaut pas le coup? Bah ça vaut pas le coup. Il y a eu des études qui ont été menées, non, ça impacte quand même fortement la biodiversité. Le bénéfice que peut apporter le piégeage des reines est inférieur vraiment au coût que ça implique sur la biodiversité. Voilà, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Donc non, le piégeage des reines, ça ne sert à rien. Même si on en a quelques-uns dans les pièges, c'est pas parce qu'on en voit mortes que ça va changer quelque chose à la situation. Là, vraiment, on raisonne en termes de population. Donc effectivement, ce qu'on voit nous à notre niveau, c'est pas forcément révélateur de l'état des populations. Alors, le meilleur moyen de lutte, en tout cas, celui que on est amené à faire, même de manière naturelle, avec les hyménoptères avec lesquels on vit, c'est la destruction des nids. Dès qu'on a un nid de guêpe trop proche de la maison, on le détruit. Jusque-là, c'est rien d'étonnant, et je pense que c'est un peu le seul moyen de lutte qu'on peut avoir contre le frelon asiatique, histoire de ne pas être trop embêté. Le nid de frelon asiatique, donc en tout cas pour le nid secondaire, rappelez-vous, les gros nids qu'on retrouve généralement très haut, peut-être de moins en moins aujourd'hui, je pense que c'est un peu partout. On les reconnaît facilement, ils ont une entrée latérale. Ouais, je l'ai marqué. Ils ont une entrée latérale, donc un petit trou sur le côté. Le nid de frelon européen, les frelons rentrent par en dessous. Donc ça permet, même en voyant le nid, en voyant l'activité autour du nid, on peut savoir de quelle espèce il s'agit, juste en voyant par quel côté il rentre dans le nid, ce qui peut être pas mal. Alors, c'est à peu près le seul moyen de lutte, entre guillemets, parce que c'est surtout de la régulation locale, qui peut être efficace. Bien sûr, ça n'affectera pas la population de frelons asiatiques, c'est pas en détruisant les nids qui va arrêter d'envahir, ou que la population va arrêter d'augmenter, c'est pas vraiment là le problème. Ça protège par contre au niveau local, effectivement, si on en a autour de la maison, si on en a autour des ruches, oui, ça vaut quand même le coup de détruire les nids, ça permet d'éviter d'avoir un trop gros problème. Et bien sûr, il faut penser à le faire en fonction du cycle de vie. Pour détruire les nids, ça se fait en fonction de la période de l'année. Encore une fois, rappelez-vous, si on a un nid en novembre, ça ne sert à rien de payer pour le détruire parce qu'il sera amené à mourir pendant l'hiver. Si jamais on a un nid en mai, voilà, c'est un petit nid, voilà. Il faut penser que ça se fait un peu différemment aussi. Alors pour détruire les nids, il faut faire appel à des professionnels généralement qui sauront quand le faire, où le faire, comment le faire. Voilà. Les nids qu'on peut détruire nous, sans trop de risque, ce serait les nids primaires, les petits nids de reines. Voilà. Des moyens de lutte pour lutter contre l'invasion du frelon reste aussi la recherche scientifique. Effectivement, là, tout ce que je vous ai présenté sont issus de résultats scientifiques, de publications scientifiques. Les chercheurs ont beaucoup travaillé sur ce cas-là. Et ça a permis non seulement d'en apprendre plus sur la biologie des frelons, l'écologie du frelon, le mode de vie du frelon, mais aussi, de manière générale, ça a augmenté les connaissances qu'on pouvait avoir sur les insectes. Notamment, il y a eu une étude qui a été faite en 2016, assez récemment, qui a permis de pouvoir un peu montrer la structure du lobe de l'antenne des insectes. Ça paraît pas grand-chose, donc ici, le lobe de l'antenne du frelon asiatique. Ça paraît pas grand-chose, mais il faut savoir que les insectes communiquent énormément, quasiment avec leurs antennes, les signaux chimiques qui vont dans leurs antennes. Et de pouvoir avoir un peu une cartographie de ça, ça nous permet de mieux comprendre le langage des insectes de manière générale, et notamment du frelon asiatique aussi. Une équipe chinoise en 2017 a carrément réussi à extraire et synthétiser des phéromones sexuels de frelons asiatiques. Donc on se dit ça peut être bien pour faire un piège sélectif, mais du coup non, c'était les phéromones sexuels qui attirent les mâles, pas les femelles, pour pas piéger les reines de manière sélective. Mais c'est déjà un progrès technique assez impressionnant.
En 2018, je crois que c'est une équipe de chercheurs anglais qui s'occupe de faire le séquençage complet du génome du frelon asiatique, qui pourra amener encore une fois des résultats assez intéressants du côté de la compréhension de ces animaux. Mais, bon, gardons en tête que le frelon asiatique aujourd'hui, c'est une espèce qui est implantée. Il est sur le territoire, il est extrêmement nombreux, on ne pourra plus l'éradiquer. Il est là, il faut faire avec. Il est impossible de l'éradiquer, c'est sûr et certain. Tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler localement, histoire qu'il ne cause pas trop de problèmes. Voilà, aujourd'hui nous avons 2 espèces de frelons en France. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien le mieux, c'est de ne rien faire du tout. Explication. Les abeilles, on va revenir un petit peu sur elles, c'est des animaux aussi, hein, donc des êtres vivants qui ont des capacités d'adaptation. Il faut savoir que le frelon asiatique, rappelons-nous, il vient d'Asie. En Asie, ils ont des abeilles aussi. C'est pas Apis mellifera, l'abeille européenne, c'est Apis cerana, l'abeille asiatique, une espèce très proche encore une fois, hein, c'est le même genre. Donc le frelon asiatique a vécu en interaction avec cette abeille en Asie pendant des milliers d'années. Donc ils ont coévolué, ils ont une relation proie-prédateur assez intime. Voilà. Donc cette coévolution, ils ont évolué ensemble, a mené donc à l'abeille asiatique à pouvoir se défendre contre le frelon asiatique, qui a donc une prédation moins efficace contre elle. Parce que l'abeille asiatique a des techniques de défense bien particulières. Notamment la technique où les abeilles s'agglutinent, les ouvrières vont s'agglutiner autour du frelon qui stationne devant la ruche pour le tuer. Alors comment elles le tuent? C'est assez impressionnant, hein, cette technique de la boule. Les abeilles s'agglutinent et font monter la température dans la boule. Ça peut être une cinquantaine de degrés. La température létale du frelon, donc la température à laquelle il va mourir, je crois que c'est autour de 52 degrés, je ne veux pas te redire de bêtises, mais environ. Et les abeilles, elles meurent à environ 54 degrés et vont faire monter la température pile entre les deux, histoire de tuer le frelon sans mourir. C'est une technique qui est très précise, disons, c'est un comportement de coordination assez impressionnant, assez bien calé pour les abeilles, mais un comportement efficace. Les abeilles européennes, qu'on voit ici, sont capables de le faire. Ici, c'est une image qui a été reproduite en laboratoire. Il y a une sonde, on voit un petit fil, je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà. Les abeilles sont agglutinées autour d'une sonde qui minait le bourdonnement d'un frelon. Donc un bourdonnement de frelon, les abeilles ont réussi à reproduire naturellement ce comportement d'agglutinement autour du prédateur. Donc ce comportement existe chez l'abeille européenne. Il est beaucoup moins efficace que celui de l'abeille asiatique, parce qu'elles n'ont jamais vraiment eu besoin de le faire pendant des centaines, voire des milliers d'années. Mais ce comportement existe chez l'abeille. Il est beaucoup moins efficace, voilà. Mais ce qui veut dire qu'une adaptation est possible pour ces abeilles. Une sélection est possible. On peut sélectionner ce comportement pour que l'abeille se défende naturellement contre un nouveau prédateur, tout simplement. Et qu'elle ne soit plus impactée par sa présence, tout comme l'abeille asiatique. Mais à ce moment-là, ce qui veut dire, c'est qu'il faut favoriser la diversité des ruches, favoriser la diversité des souches d'abeilles, effectivement, pour pouvoir voir émerger des comportements de défense, pour pouvoir sélectionner ces comportements de défense. Aujourd'hui, je le répète, l'abeille européenne est une espèce d'élevage. Une espèce avec une très faible diversité génétique et comportementale, qui est surtout sélectionnée pour produire un max de miel et pour ne pas piquer les apiculteurs. C'est un petit peu des vaches, finalement. C'est plus des bisons, voilà, si on veut garder si on peut faire cette métaphore. D'où l'importance de la diversité, de la biodiversité, de manière générale. Le frelon asiatique, depuis le temps qu'il est là aussi, qu'il se balade dans la nature, rappelons-nous, il a envahi parce que les prédateurs n'ont pas suivi, les compétiteurs n'ont pas suivi, etc., les parasites non plus. Mais bon, des prédateurs, des parasites, il y en a aussi quand même chez nous. Et donc forcément, il n'allait pas rester ici tranquillement. Il y a des prédateurs sur le frelon asiatique, le poulet notamment. Donc le poulet qui mange... Non, rigole pas. C'est un prédateur d'insectes, donc il peut manger les frelons, il peut en tout cas les attraper plus facilement que le frelon européen parce qu'il reste en vol stationnaire. Du coup, c'est bien pour le poulet. Il y a des oiseaux sauvages qui arrivent, les pondrées notamment. Ce sont des rapaces qui sont spécialisés dans la prédation des nids de guêpes et de frelons. Donc les pondrées peuvent manger les nids de frelons asiatiques naturellement. Ça c'est pas une espèce locale, hein, mais c'est juste pour la petite histoire. Une sarracenia, c'est une espèce de plante carnivore. C'était au jardin botanique de Nantes, je crois, où cette espèce particulière, la Sarracenia euryphilia, qui a du coup été quasiment spécialisée dans la capture des frelons. Les gestionnaires du jardin botanique se sont aperçus que cette espèce en particulier ne capturait quasiment que des frelons asiatiques, les espèces d'à côté non. Alors il y a eu quelques études qui ont été menées, mais pour l'instant rien de concluant. On n'en sait pas plus. Mais c'est pas une espèce locale dans tous les cas. On retrouve aussi des nématodes, hein, ce sont des petits vers parasites qui ont parasité le frelon asiatique, donc ils vont vivre dans leur abdomen, ou même cette petite mouche qui va aller pondre dans les colonies de frelons.
et dont les larves vont parasiter les colonies de frelons. Donc encore une fois, voilà, on commence à avoir émergé des comportements de prédation, de parasitisme sur le frelon asiatique avec des espèces locales. Donc on peut espérer peut-être éventuellement, prochainement, plus ou moins une régulation des populations, surtout que rappelez-vous, depuis le début, hein, l'invasion est quasiment terminée, on atteint un plateau au niveau de l'abondance. On peut aussi laisser le temps de faire son temps, comme on dit si bien. Notamment, encore une fois, on a un petit peu parlé au début, de la génétique des frelons. Ça fait 13 ans, 14 ans, et niveau génétique, ça commence à se ressentir. Alors, parlons un petit peu de la génétique particulière du frelon. Je ne vais pas aller trop loin, rassurez-vous. Les mâles, comme lui, sont des animaux qu'on dit haploïdes. Ça veut dire qu'ils ont une copie de leur génome. Ils ont un chromosome. Nous, on est diploïdes, on a 2 chromosomes. Les mâles haploïdes, donc c'est-à-dire voilà, avec leur petite copie de chromosome, sont devenus, avec la perte de diversité génétique, leur chromosome sexuel, donc uniquement les mâles sont touchés, ils sont devenus diploïdes, bim, bam, voilà. Ils ont commencé à faire 2 copies de chromosomes. C'est pas du tout un comportement, enfin, un comportement qu'on n'a pas choisi, hein, mais c'est pas du tout quelque chose de naturel. C'est vraiment comment dire, un problème génétique. Donc les mâles sont devenus diploïdes, quelles conséquences ça a? Enfin, pas tous, hein, certains. Il y en a de plus en plus qui sont produits dans les ruches, enfin dans les colonies de frelons asiatiques. Alors, ils sont produits à la place des ouvrières, ce qui veut dire que du coup, les colonies produisent plus de mâles et moins d'ouvrières, donc c'est des colonies qui vont être moins efficaces, du coup, tout simplement dans leur vie. Les mâles sont inutiles à la vie du nid, hein, il faut le préciser, chez les abeilles, etc. C'est pareil, les mâles, généralement, dans les colonies d'hyménoptères, sont complètement inutiles. Ils servent juste à se reproduire, ils ne vont même pas participer à la vie du nid. Ils vont pas chasser, ils ne vont pas construire le nid, rien du tout. Donc vraiment une colonie qui produit des mâles à la place des ouvrières, c'est une colonie qui va avoir une activité vraiment diminuée. Et il faut préciser, ce qui est surtout marrant, c'est que ces mâles-là sont stériles. Donc ils ne vont même pas se reproduire. La seule chose qu'ils savent faire, ils ne pourront même pas le faire. Et ça, on commence à le voir apparaître un petit peu, donc de plus en plus de colonies. Ça fait un petit peu, cette tare génétique va être un petit peu une régulation naturelle, hein, due à cette faible diversité génétique à la base. On commence à voir un petit peu le contre-coup de la consanguinité. Il ne faut pas trop m'avancer en disant ça, mais c'est un petit peu ce qu'on semble observer. Donc les colonies s'affaiblissent un petit peu naturellement, c'est une sorte d'autorégulation. Alors voilà, pour en conclure rapidement. Donc, l'invasion a été très rapide et intense. Mais en France, c'est fini. On peut dire que le frelon asiatique sera bientôt partout et qu'on ne pourra pas y faire grand-chose. Il va se propager au reste de l'Europe, c'est quasiment une certitude. En tout cas, sur les pays limitrophes, c'est déjà fait. Alors, les populations, précisément, sont quand même plus ou moins denses, hein, suivant là où elles sont établies. On a différents noyaux, suivant si elles sont en ville, en campagne, etc. Suivant s'il y a des prédateurs ou pas. La tendance générale est à la stabilisation. Hein, on augmente, on atteint un plateau. On aura une régulation et puis ensuite ça va osciller tranquillement autour d'une valeur plus ou moins stable une fois que l'écosystème aura retrouvé son équilibre après l'invasion. Même si, effectivement, comme c'est une espèce qui est quand même très liée aux activités humaines dans le sens où il s'installe très bien en ville et il se nourrit principalement d'une espèce d'élevage, ça peut encore augmenter localement. Si on a une ville avec des grosses ruches, forcément ça fait de l'habitat et de la nourriture, il y aura peut-être plus de frelons. Alors voilà, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, pourquoi ici, pourquoi maintenant, pourquoi le frelon arrive spécifiquement comme ça? C'est déjà aussi une conséquence due à la mondialisation. Il faut savoir que c'est une espèce qui est venue de Chine. Il y avait une reine qui est arrivée de Chine, donc qui a réussi à faire le trajet Chine-Lot-et-Garonne en très peu de temps quand même. Et ça, c'est dû notamment à la mondialisation, à l'augmentation du transport intercontinental, au trafic routier aussi. Rappelez-vous, au tout début, quand on a eu l'augmentation de la distribution du frelon, on avait des petits patchs qui apparaissaient de temps en temps. C'est vraiment des colonies qui ont été transportées et qui sont encore plus loin. Bon, ça forcément, c'est une conséquence, hein, on n'y peut rien. On ne va pas non plus s'arrêter de commercer. Mais c'est aussi dû par contre à quelque chose que là on pourrait peut-être influencer, le mauvais état environnemental. On l'a vu, hein, le frelon européen il aime bien la forêt, le frelon asiatique préfère les milieux urbains, il est plus opportuniste. Donc forcément, quand on perd les milieux naturels, on voit sur cette image par exemple, hein, là les forêts, on n'a plus grand chose, on a surtout des villages, des champs, des routes. Ici, il n'y a plus grand chose de naturel sur cette image. Une agriculture intensive, donc déjà forcément ce qui veut dire une perte, une fragmentation d'habitat, plus une utilisation des pesticides généralement, et une urbanisation. Alors là vraiment on a un environnement très dégradé, donc un environnement qui va favoriser les espèces opportunistes au détriment des espèces locales plutôt spécialistes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Face au frelon asiatique, premièrement déjà,
rappelez-vous, on ne piège pas parce que ça sert à rien et ça peut être néfaste. On fait quand même attention au nid parce qu'il peut y en avoir proche des habitations, c'est pas rigolo de se faire piquer. On s'informe. On s'informe comment? On ne va pas s'informer dans les coupures de journaux, le mieux reste de s'informer auprès des autorités scientifiques. Donc le meilleur lien que je peux vous donner pour le frelon asiatique, c'est le site du Muséum national d'histoire naturelle, la MNHN, qui a toute une page dédiée à ça, qui est souvent mise à jour avec les découvertes scientifiques, auprès des associations de protection de l'environnement plutôt. Et évidemment, on transmet aussi tout ça, on transmet les bonnes pratiques, on transmet le savoir, c'est extrêmement important. Si quelqu'un piège, on lui dit, il ne faut pas, mais on lui dit aussi pourquoi. Encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on parle du frelon, mais le véritable problème aussi, c'est l'impact qu'il a pu avoir sur les abeilles. Pour protéger les abeilles et éventuellement les autres êtres vivants, ça peut être bien aussi. Le mieux aujourd'hui, en tout cas, reste d'éviter l'agriculture intensive qui provoque une grosse perte d'habitat, qui provoque effectivement une utilisation massive des pesticides. Ça reste, au niveau des insectes, le principal problème. On peut préserver, créer des habitats pour les insectes, comme s'ils vivent dans des petits habitats. Pour eux, une mare, une haie, un arbre, ça reste un monde entier. Donc si jamais on favorise le plantage de haies, si on favorise le creusement de mares, si on évite justement d'avoir des zones avec trop de pesticides, ça permet quand même de favoriser la vie des insectes. Et notamment des insectes qu'on peut dire utiles, les pollinisateurs, les décomposeurs, etc. Et évidemment, comme on l'a vu tout au long de cette conférence, le mieux reste aussi de percevoir la nature un peu autrement avec le filtre scientifique. Voilà. Si on pense à l'écologie, le mieux reste de penser à la science, parce que l'écologie est avant tout une science, je le répète. La science qui étudie l'environnement. L'environnement, on peut le percevoir en termes d'individus, de populations, qui vont suivre une dynamique dans le temps, dans l'espace, qui est bien au-delà de ce que nous on peut percevoir. Et effectivement, ce que nous on constate quand on observe une colonie de frelons, par exemple, ça peut être une réalité très différente de la véritable réalité écologique qu'on peut retrouver sur cette espèce. Donc il faut passer tout ça un peu à la moulinette du raisonnement scientifique, toujours coupler une observation, ne pas aller tout de suite à la conclusion, comme peuvent faire souvent certains journalistes, mais de poser des hypothèses, vérifier par des expériences, avoir des résultats que l'on analyse ensuite. Petite boucle permet de justement percevoir le monde de manière très objective, pour mieux justement identifier, comprendre objectivement les différentes causes et les différentes conséquences qu'il peut y avoir autour de nous, dans notre environnement. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai raccourci quand même pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je finis juste à vous présenter donc effectivement l'association Naturae. On est plusieurs dedans, donc des scientifiques, écologues, qui travaillons actuellement tous au CNRS d'ailleurs, où on s'efforce de vulgariser effectivement l'écologie par justement ce filtre scientifique pour apporter objectivement une connaissance de l'environnement scientifique. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre blog, on écrit des articles, on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez retrouver nos conférences qui sont enregistrées sur YouTube. Et c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le schéma que vous avez montré de l'envahissement, oui. Je voulais savoir par rapport aux frelons européens, quelles étaient les grosses différences, les gros avantages, si vous pouviez revenir dessus. Oui, alors pour revenir, il faut être très long parce que. Ah oui, je veux bien. Il y avait un schéma, je crois que c'est celui qu'on voit en bas là. C'est le schéma de l'envahissement. Avec la courbe un peu plus bas, le dernier, voilà. Là, celui qui est en dessous, quoi. Oui. C'est pas celui-là? Ah, je ne sais pas si vous pouvez parler. Oui, celui-là. Si, ça va être ça. Ah oui, d'accord. Et donc, par rapport aux frelons européens, il est avantagé sur chacun de ces points-là? Alors, oui, déjà, dès l'instant où il est en dehors de son aire de répartition naturelle, disons qu'il est déjà affranchi des prédateurs et des parasites, c'est sûr. Effectivement, c'est un meilleur compétiteur que le frelon européen, et donc ça avait été étudié dans les études scientifiques justement sur la compétition entre les deux espèces. Vous avez dit la compétition, elle n'est pas vraiment directe, mais en termes d'utilisation des ressources, il est meilleur. Donc il ne va pas vraiment impacter le frelon européen dans le sens où il ne va pas le tuer directement, mais il va mieux utiliser les ressources de son environnement que le frelon européen. Et il sera aussi plus nombreux. Il se reproduira un peu plus vite. Et donc au niveau de la croissance et de la reproduction, ils ont plus ou moins le même cycle de vie, mais un peu en décalé. Mais il me semble
que le frelon asiatique peut produire plus de descendants. Je ne suis pas vraiment totalement sûr, mais il me semble, effectivement. Une autre question d'ignorance. Vous avez parlé d'une reine qui est arrivée. Si elle est toute seule, comment elle se reproduit après? Ah, parce qu'elle a été déjà fécondée en Chine. D'accord. Elle a été fécondée en Chine. Disons que ça, c'est aussi. Oui, c'est vrai que je ne me suis pas trop attardé là-dessus, c'est pas du tout une question ignorante, effectivement. Les insectes, notamment les insectes sociaux comme ceux-là, ont ce qu'on appelle des spermathèques. C'est-à-dire, comme des bibliothèques pour le sperme, évidemment. Lors d'une reproduction, elles peuvent stocker le sperme de différents mâles, donc dans le cas des transitiques de plusieurs mâles différents, pour le réutiliser plus tard. Donc elle a pu stocker comme ça au cours de sa vie le sperme de différents mâles et le restituer une fois qu'elle arrivait là pour pondre toute seule. Merci. Oui, une question? Est-ce que j'ai compris l'évolution des chromosomes? Ah oui, alors ce coup-là, effectivement, c'est une excellente question. Je vous avoue que pour ce coup-là, comme je ne suis pas extrêmement bon généticien,